Bonjour et bienvenue à tous dans le Elena Show. Le Elena Show, en podcast audio et vidéo. Aujourd'hui, dans le premier épisode du Elena Show, nous recevons une invitée très spéciale qui a participé à la 9e saison de The Voice. Mais avant ça, un petit détour par l'actualité de la semaine et un petit passage aussi dans la rubrique cinéma où nous allons nous focaliser sur le film Fresh. Focus sur l'invité du jour dans le Elena Show. Edith, bienvenue dans le Elena Show et plus particulièrement le premier épisode du Elena Show. Donc tu es notre première invitée. Cool, la classe. Donc voilà, une petite présentation, voilà, si tu peux te présenter en quelques mots, nom, prénom, âge, d'où tu viens, ta passion, ton parcours. Ok, ça va. Du coup, je m'appelle Edith Pirard, j'ai 20 ans, j'habite à Wagnolet. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est la campagne juste à côté de Fleurus. Ok, oui, je connais Fleurus. Ah, ça va super alors. Oui, vas-y. Je suis à l'UNIF en bac 2, j'étudie la traduction, interprétation en allemand et en néerlandais. Allemand et néerlandais. Ouais. Ok, ça c'est particulier. Ouais, c'est pas super folichon, j'avoue. Et du coup, je cote à Mons. Okay. Voilà. Et sinon, tu vis chez tes parents le reste du temps? Ouais, le week-end, je reviens chez mes parents. Ouais, et plus particulièrement, mais on y reviendra à la fin de l'émission, tu as participé à The Voice, oui, l'année passée. Donc ça, on y reviendra à la fin de l'émission. Toute l'actu de la semaine, c'est maintenant dans le Elena Show. Et pour commencer le Elena Show, tout d'abord, on va faire une petite actualité cinéma, plus ciblée cinéma, d'accord? Si je te dis Will Smith. Ah, je te dis une gifle, une bien bonne, la gifle. Une bien bonne, tu dis. Qui a eu beaucoup de conséquences, la bien bonne gifle. Vraiment. Ben oui, on va parler de ça, tout simplement. Okay. Donc la gifle qu'il a donnée à Chris Rock pendant les Oscars qui ont eu lieu le 27 mars dernier. Oui. Bon, directement la question, tu es team Chris ou team Will? Ah, moi je suis team Chris. Ah oui? Clairement. Donc moi je peux comprendre qu'on puisse défendre sa femme, je peux comprendre qu'on aime sa femme, etc. Mais pour moi déjà la cérémonie des Oscars c'est quelque chose, c'est un luxe, c'est une cérémonie quand même assez prestigieuse avec un certain standing. Ouais. Et donc déjà gifler quelqu'un, ça n'a ni queue ni tête, voilà, parce que Chris Rock il est quand même là pour faire rire le public. Exactement, c'est un acteur, c'est un humoriste, il se permet aussi de tailler d'autres personnes après sur le côté qui sont pas forcément là en mode après on va remettre les choses dans le contexte. En fait, donc ce qu'il a dit, donc au moment de remettre un prix, donc il était sur la scène, il a clairement dit en français Jada, donc Jada la femme de Smith en s'adressant clairement à elle, je t'aime, G.I. Jane 2, j'ai hâte de voir. Et donc là, G.I. Jane 2, c'est une référence en fait au film Armes égales. Oui. Et avec Demi Moore, en fait, qui a le crâne rasé dans le film. Donc c'est la référence, c'est ça en fait. Et il faut savoir, si on n'a jamais vu Jada Smith, c'est qu'elle est rasée, elle n'a plus de cheveux à cause d'une maladie en fait auto-immune qui s'appelle l'alopécie. Oui, ça je savais. Donc voilà, comme ça, on a remis les choses en place. Donc c'est ça la blague. Oui. Mais donc je peux comprendre que Jada personnellement n'ait pas eu envie de rigoler à cette blague ou cette référence que Chris Rock a faite. Mais bon, ici je pense que la claque de Will Smith n'était pas justifiée et que de toute façon aux yeux devant les spectateurs donc du monde entier ici presque, c'était ni l'endroit ni le moment pour régler les comptes. Pour régler ses comptes. Il pouvait très bien le faire avant ou il pouvait juste très bien ne pas rigoler. Et donc je tiens quand même à souligner que de base il rigole la blague. Exactement. Et puis donc il voit que sa femme à côté n'est pas contente. Exactement. Il se dit ouh ça va chauffer à la maison. Du coup il se lève en mode mal alpha. Il faut que je prouve quelque chose. Je sais pas. Il y va. Et puis c'est super intriguant parce que les premiers pas qu'il fait, je me dis il va aller un peu pas le chatouiller, aller faire du show quoi. Il va un peu le titiller aussi. Et là il y a une gifle qui part. Il va se rasseoir et puis il commence à crier, mais quand même des phrases insultantes. Le nom de ma femme en dehors de ta bouche. Oui, voilà, donc c'est pas super insultant, mais il remet les points sur les i, c'est super agressif. Et là, on se dit, waouh! Ça se passe à la cérémonie des Oscars. C'est vrai que c'est important de revenir sur ce que tu dis, c'est qu'à l'image, on voit vraiment bien qu'elle a un regard, elle est blasée par la blague. Ouais, voilà, clairement, elle a envie de mourir comme ça. Et par contre, on voit Will qui a un petit sourire, tu vois. Il a un petit sourire, il rigole pas à gorge déployée, mais bon, voilà. Et par contre, on ne voit pas le moment où lui, à mon avis, doit se rendre compte que sa femme n'est pas contente. Ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas, malheureusement. J'aurais bien voulu. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Où il se dit merde. Et puis, on le voit débarquer sur la scène. Oui, voilà. C'est ça.
Mais du coup, ici, je pense que déjà, pour moi, il n'aurait pas dû recevoir son Oscar. Parce que voilà, au moment où on décide quand même de lui décerner l'Oscar, ça veut dire que c'est justifiable en fait ce qu'il a fait. C'est vraiment comme après, si mon c'était avis, en ça toute aussi, impunité. Il l'a giflé et voilà. Ce qui a après suivi, par contre, les 10 ans d'exclusion de toute cérémonie d'Oscar, ça pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ça un peu abusé. En fait, je pense que ça a l'air d'être un peu une réaction face aux critiques, à la vie des gens. Oui, donc, les gens étaient un peu révoltés, du coup ils font ça. Ouais. Comme tu dis, s'il voulait vraiment faire ça, il ne lui aurait même pas remis son Oscar à la base en fait. Voilà, après, peut-être aussi que ça a été tellement vite qu'il faut continuer le show, tu fais pas une pause de demi-heure pour réfléchir à dire comment je vais gérer. Tant pis, on lui donne, tu vois. Voilà. Je pense que ça doit être une situation de crise quand même sur le coup à gérer qui doit être surtout là-bas en Amérique. Oui, vraiment. À mon avis, ça a dû hurler. Oui, ça a dû vraiment hurler. En backstage, ça a dû hurler. Oui, vraiment. Et après, je trouve que c'est quand même intéressant de le rappeler, mais donc une vie de star, c'est une vie super bien, mais super laborieuse, où on est constamment donc face à un public, à des paparazzis qui veulent traquer la moindre chose, surtout Will Smith, la famille Smith, c'est quand même une famille, enfin je dis pas aussi connue que les Kardashians, mais oui, il y a ces espèces. Il y a tous les goûts, quoi, il y a tous les genres, il y a tous les goûts là-dedans. Non, mais alors je ne parle même pas par rapport à ses enfants ou quoi, je parle vraiment du couple en fait. Du couple. J'ai vu quelques petits trucs passer sur les Gossip Room, sur Instagram, j'ai vu aussi un post. Tu peux jamais vraiment savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas, ce qu'on voit passer, c'est un peu bizarre quand même, avec leurs histoires de tromper, d'infidélité. Oui. Bon, couple libre, ça, on ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Oui. Mais après, il y a des trucs. On voit des vidéos où elle le critique devant lui. Oui, ouvertement dans des shows TV. C'est un peu spécial. Ça, après, on n'est pas, comme tu as dit, on n'est pas à l'intérieur du couple. Donc, émettre un jugement avec le peu d'informations qu'on a ici, c'est facile parce qu'on se dit, peut-être que Jada le manipule de fou. Mais on ne sait pas après ce que lui fait au quotidien avec elle. Donc voilà. Ouais, non, c'est un peu spécial et. Après, on n'aura jamais le mot de la fin. Oui, on n'aura jamais le mot de la fin. Voilà, il n'y a que des hypothèses, etc., des petites choses qui sont révélées, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, c'était une petite séquence pour parler un peu de ce qui s'est passé, parce que ça a quand même été un événement qui a fait le tour des réseaux sociaux. Oui. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ton avis. Merci beaucoup, Edith. Merci à toi. Un zoom sur le cinéma. C'est maintenant dans le Elena Show. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur un film en particulier. Tout d'abord, merci de l'avoir regardé déjà, donc le film Fresh, donc réalisé par Mimi Cave, qui est sorti début mars, donc le 4 mars sur Disney+, avec Daisy Edgar Jones et Sebastian Stan. Yes. Donc let's go pour parler de ce film. Alors déjà, un petit résumé pour remettre tout le monde bien dans le bain. Bien sûr, on va pas spoiler, on va s'arrêter vraiment, on va dire qu'on va pas aller plus loin que ce que la bande-annonce révèle, donc voilà. Donc c'est Noah et Steve, donc Noah c'est joué par Daisy Edgar Jones, qui se rencontrent au supermarché, une rencontre un peu sympathique on va dire. Et donc voilà, ils se rencontrent au supermarché, directement ils sont en kiff, quelques petits rendez-vous, ils tombent in love, ça va très très vite. Et puis Steve propose un rendez-vous amoureux à Noah et ils partent en rendez-vous et là bien sûr ça prend une tournure un peu spéciale et Noah va très vite se rendre compte que Steve a des goûts assez particuliers. Et attention, quand je dis des goûts assez particuliers, ce n'est absolument pas une référence à 50 nuances degrés. Oui, ça peut porter à confusion. Ça peut porter à confusion. C'est plus, on va dire, un appétit insatiable. Voilà, vraiment. Mais on n'ira pas plus loin. Ça, c'est pour vous regarder le film. On n'ira pas plus loin, nous. Donc, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ici, je pense que c'est un film assez intéressant, en fait, qui qui balaye des sujets, en fait, qui peuvent encore être d'actualité ici. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Malheureusement. Et dont l'intrigue est vraiment extrêmement bien tournée, parce que, en fait, c'est une rencontre super banale, en fait, de base. Exactement. Qui se passe entre donc, les deux acteurs principaux. Et en fait, ça prend une tournure super sordide et on se dit, waouh. C'est ça, à un moment donné, il y a vraiment un retournement de situation et vraiment, tu te dis... C'est super prenant quand on se dit, en fait, ça aurait pu clairement m'arriver. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Je m'identifie, je me dis, mais stop, ça va trop vite. Que, donc vraiment, là, on n'est pas du tout en train de spoiler. Non. Voilà, la bande-annonce le dit clairement que le mec n'est pas net et que ça va partir en cacahuète, on va dire. On se doute. Mais vraiment, c'est ça qui est personnellement, j'ai trouvé, qui te retourne un peu l'estomac. C'est que la première demi-heure, tu tombes vraiment en kiff.
petit mec. Enfin, moi, en plus, j'adore l'acteur. J'adore. Oui, il est beau. Donc voilà, on rappelle qu'il a joué dans les Marvel, donc il joue le soldat de l'hiver, qui a joué dans Gossip Girl, donc, qui interprète Carter. Exactement. Grande fan de Gossip Girl en face de moi. À fond. Et donc, lui, donc je le connaissais. L'actrice, je ne la connaissais pas personnellement. Et donc, vraiment, je trouve qu'on tombe in love du personnage vraiment. Avec elle, en fait. Voilà. Et au final, tu te dis, mais waouh! Waouh, clairement. Et donc, on vous le conseille, ça. Enfin, en tout cas, moi, je vous le conseille. Hein. Toi, moi, je vous le conseille aussi. Mais donc, la question que je trouve personnellement, ce film, il amène une question, c'est faire confiance trop vite, en fait. Ouais. Tout simplement. Ça, c'est une tare. Je le rappelle, donc, dans le film, ils viennent d'apprendre à se connaître, ça va très très vite, en quelques rendez-vous, ils se proposent un rendez-vous. Ce qui n'est pas si bizarre que ça. Non. Bah non, je peux rencontrer très bien quelqu'un dans un bar, etc. et voilà, il me propose un autre rendez-vous parce que du fil en aiguille, ça s'est bien passé. Mais bon. Ici, la question, comme tu viens de relever ici, de faire confiance aux gens trop vite, ça, c'est une question vraiment qui se pose à n'importe quel âge, en fait. Ah oui, très clairement. Après, bon, je pense que quand on est plus vieux avec l'expérience, on sait vers qui se tourner, on sent un peu plus les choses. Mais ici, c'est une rencontre super anodine, en fait, super simple. Et puis le type est super good looking, il est beau. Oui. Quand on sait sa profession, on se dit, pétard, quand même, il est chirurgien, donc il doit avoir quand même un certain niveau de vie. Et puis elle en a juste marre des sites de rencontres. Hein. Oui, c'est ça. Elle en a marre. Donc elle se dit, putain, je trouverai jamais personne en fait à la hauteur. Et puis là, et lui, il arrive. Tout parfait, tout pimpant. Ah, ça, c'est vrai qu'il est parfait, my God. Ah oui, je le kiffe. Hein. Et vraiment, oui, c'est ça. Et puis, c'est faire confiance, mais c'est surtout faire confiance dans une situation amoureuse. Ouais, c'est ça. Parce que oui, tu as le fait de faire confiance en amitié, mais en amitié, tu vas peut-être moins te retrouver à deux. C'est ça. Là, on est vraiment dans une histoire de tu pars en week-end en amoureux, il n'y a que vous deux. Ouais. Et c'est ça, c'est faire confiance. Je vais te dire, moi par exemple, j'ai une petite anecdote avec dans ma famille, mon papa en fait. Donc mon papa et ma belle-mère, ils se sont rencontrés, ça a été très très vite. En fait, ils se sont rencontrés et je vais peut-être exagérer, je ne sais plus exactement, mais le 2-3e rendez-vous, en fait, c'est ma belle-mère qui lui a proposé de le rejoindre pendant une sorte de petit city trip, on va dire. Je résume extrêmement fort, mais c'est pour vite comprendre. Oui. Et mon père a accepté, mais il ne la connaissait pas très bien. C'était, il l'avait vu un petit peu, ils avaient eu un bon match, on va dire. Oui, voilà. Mais tu vois, bon, aujourd'hui, ma belle-mère, ils sont toujours ensemble, tout se passe très bien, je veux dire, ça n'a pas pris une tournure comme dans le film, heureusement. Heureusement, oui. J'ai toujours, non, mon papa est toujours là. Mais je veux dire, c'est se dire que là, par exemple, mon papa a fait le choix de faire confiance, et ça s'est très bien passé. Ouais, voilà. Donc des fois, il faut prendre des risques. Et en même temps, parfois, on se dit, voilà. Ici, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Hein, ici, donc pour certaines personnes, ça se passera super bien, et pour d'autres, ça sera chaotique en fait, vraiment. Et donc ici, la question, donc moi, mon point de vue sur ça, c'est que surtout comme je suis jeune, voilà, j'ai 20 ans, etc. Je suis un peu dans la fleur de l'âge, tout ça. La question de flirt et que les choses aillent vite, je pense que c'est propre à chacun, mais quand on est jeune, c'est fort accentué parce qu'on se dit la personne, elle nous bluffe dès le début. Ah oui, ça c'est vrai. Je me vois trop bien avec cette personne-là. On a vraiment les mêmes centres d'intérêt, il y a vraiment une chouette discussion, donc on se dit allez, pourquoi pas, on fait un petit city trip. S'il paye tout en plus, pourquoi refuser? Go quoi. J'aurais peut-être, franchement, allez, moi j'aurais peut-être pas été. Allez, et encore, allez, si ça avait été à la mer du Nord, ok, peut-être pas en Colombie, hein, mais... Allez, moi je te le dis, à la mer du Nord, je suis sûre que j'aurais été. Allez, non, moi aussi, je vais être honnête ici, j'aurais été. Ici, vous avez les deux qui finissent mal à la fin du film. Tête baissée, voilà, vraiment, quoi. Il vaut mieux pas être avec un paramètre. C'est vraiment ça. On y va. Ouais. Non, mais c'est vrai, je pense... Une fois que t'as vu le film, oui, tu te dis non, moi je l'aurais jamais été, voyons. Ouais, voilà. Mais non, il faut être sérieux. Enfin non, après, tout le monde n'a pas ce point de vue-là. Non, tout le monde n'a pas ce point de vue-là. Il y a des gens qui sont super méfiants et en fait, c'est vrai, on prend bien leur face. Hein, c'est vraiment ça. Mais moi, je suis un peu portée par le feeling qu'il y a avec une personne, la vibe, etc. Si je le sens bien, je le sens bien. Mais là, elle aurait peut-être pas dû le sentir. Pas sentir du tout, oui. Oui, c'est Parce que c'est vraiment ça le truc, c'est que tu le sens bien, oui, et mais après, on n'a aucune certitude sur la personne, oui, sur c'est son ça, passif, tu peux jamais savoir, etc. Et c'est ça qui est super frustrant et qui est attirant parce que aller à l'inconnu, il y a rien à faire, c'est quand même super attirant. Et puis on adore l'inconnu. Waouh, ça stimule quoi. À fond. Et en fait, il y a vraiment cette frontière entre je fais attention, je ne prends pas de risque, mais du coup, je passe peut-être à côté de quelque chose. Ouais. Et
je prends des risques, j'y vais à fond, mais je me retrouve peut-être dans des situations qui ne sont pas adéquates. Ouais, vraiment ça. Moi, je suis un peu dans le one life, là. Ouais. Donc, je pense que, vraiment, je trouve qu'on n'a qu'une vie et avoir des regrets, à quoi bon, en fait. Oui, voilà. c'est vrai. C'est ça. Donc, moi, j'aurais été. Après, je pense que si tu dis ça au personnage de Noah à la fin du film, je serais pas d'accord. Je crois qu'elle me gifle, hein, clairement. Ouais. Elle va me dire, t'es folle. Elles sont pas d'accord, c'est ça. Non, clairement. Mais voilà, après, moi, personnellement, c'est un film. En plus, moi, il faut savoir que je ne suis pas du tout film d'amour. Oui. Je sais pas toi. Ouais, non, pas du tout, non. Et par contre, j'adore les films d'horreur. Ouais. Et justement là, c'est le parfait mélange. Ouais, c'est vraiment la parfaite cohésion entre les deux, quoi. C'est ça, parce que la partie romancée au début, film d'amour, c'est pas cuculapraline, c'est vraiment, c'est réaliste, c'est réaliste, surtout, je trouve. Ouais. Ça va vite et en même temps, c'est... Voilà, on n'est pas sur quelque chose d'exagéré ou quoi, c'est vraiment réaliste. Et comme tu le dis en plus, c'est pas trop long, pas trop court. Ouais, c'est une demi-heure, tu rentres dans la relation, t'es à fond dedans et puis... et puis après, voilà, ça décolle, quoi. Voilà, et puis on est sur un mélange entre film d'amour et American Psycho. Ouais. Non, vraiment, c'est ça. Le parfait mélange, j'ai envie de dire. Ouais, vraiment. Mais aussi, ici, ce film ici, je trouve qu'il relève bien le fait, justement, qu'ici, l'apparence, et surtout en 2021, 2022, enfin même au 21e siècle, on mise tellement sur l'apparence qu'on va même pas creuser après pour connaître la personne. Oui. Et ça, c'est vraiment un défaut chez nous, les jeunes, et même chez les gens en général. C'est tout miser sur l'apparence. Et puis, une fois qu'on creuse, il y a des gens, en fait, c'est des coquilles vides, où il y a des gens, en fait, ils sont là et c'est des gens complètement mal semés avec des pensées super soit extrémistes ou des pensées super loufoques et on se dit mais mon Dieu, mais quand je les vois comme ça dans leur BMW là par exemple ça va le rendre ça enlaidit la personne et ça ça va vraiment enlaidir la personne, ça va mettre des traits de caractère et puis on va se poser plein de questions. Exactement. Je pense que ce film là on se pose des questions tout le long, on se dit mais comment est-ce que ça peut arriver ce genre de choses. Bon après comment est-ce qu'elle l'a pas vu. Je l'ai toujours trouvé beau quand même jusqu'à la fin du film malgré j'avoue ça. Mais c'est vrai, là je trouve que t'as vraiment raison sur le fait que tu vas trouver quelqu'un par rapport à ton style aussi, chacun son style. Mais par exemple, tu vas trouver dans ton style quelqu'un de super beau. Ouais. Et au final, il va se passer des trucs. Bon, là, on sort un peu du film, je veux dire, voilà, qui ne te plaisent pas, qui font que ça ne va pas du tout. Et en fait, la personne va s'enlaidir à tes yeux. Ah oui, vraiment petit à petit. En fait, elle va même perdre de la valeur. Oui, c'est vraiment tout l'intérêt qui va partir. Et c'est vrai que du coup, tu as raison sur le fait que on accorde beaucoup d'importance au physique, à l'apparence, beau gosse, tu le trouves beau gosse, tu le trouves aux études sympa aussi et tout. Alors que je rappelle quand même il y a des gens qui sont en médecine avec qui j'ai déjà eu des discussions et puis en fait on se dit médecine ils en ont dans la tête, mais après quand il faut vraiment des cheminements de pensée, on voit pas si intelligent que ça en fait. Voilà. Oui, je pense ce que tu veux dire. Mais voilà. De toute façon ça c'est dans tous les cas et je pense ça c'est vraiment ça. Il faut prendre le temps de discuter avec les gens en fait. Ouais, il faut prendre le temps de parler et je crois qu'il faut prendre le temps tout court en fait, parce que dans la vie de tous les jours les choses se créent à l'usure, avec le temps, la confiance, ça se crée à l'usure. Il y a plein de choses pour moi, les belles choses qui se fondent, ça se crée avec le temps et c'est pas en instantané, super vite, parce que il y a un petit coucher de soleil, il fait beau, j'ai bu mon petit verre de rosé, je suis trop bien, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres, mais bon, quand on est jeune, on n'a pas forcément envie de réfléchir à ça. Et ça, je le comprends. Et comme tu l'as dit, un peu one life. Ouais, un peu one life, on va dire. C'est bon français. En plus, on voit les TikTok de one life. Ouais, on se dit en mode. C'est mon tour, l'amour là en instantané. Quand je vous dis le paraître, TikTok, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça, les 10 secondes de bonheur entre couples, on se dit putain, moi je suis toute seule, je ne trouverai jamais personne. Alors que derrière. Et après, derrière, c'est peut-être 10 secondes de vidéo ou pur bonheur et après, ils se tapent dessus toute la journée. En fait, c'est des meilleurs potes pour semblant. Voilà, c'est ça. Ou alors, ils veulent juste des vues, de l'argent. Exactement. C'est tout, ils sont beaux tous les deux, vas-y, on y va. C'est ça quoi. Autant en tirer profit. Hein. Oui, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, Edith, pour avoir parlé de discuter sur ce film. Et je pense que c'est une bonne façon aussi, avant de passer à l'interview, d'avoir un peu appris à te connaître. Ouais. Tu vois, c'est une autre façon de voir les choses. Ouais, et donc voilà. Donc ça, c'était fraîche. En tout cas, moi, je le conseille vivement. J'ai adoré. Bon, après, âme sensible, s'abstenir, on va dire. Ouais, oui, voilà, exactement. C'est juste tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer à ton interview. On va se concentrer un petit peu plus sur toi, The Voice, la musique. Ah, super, nickel. Aujourd'hui, Elena reçoit Edith Pirard dans le Elena Show. Edith, tout d'abord déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Hein. Donc maintenant, on va se concentrer un peu plus sur toi quand même, parce que c'est le plus important aussi, c'est pour ça que tu es venue. Mais avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur ton parcours dans The Voice avec quelques extraits que Olivier, notre réalisateur, nous a trouvés. Ok, ça. So let me show you, I need to back it up.
cherry wine. Oh, Mama, she told me don't worry about the size. She says boys like you laid on my booty to hold tonight. My booty, booty. Oh, you know I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on a good time. Blame it on the boogie. Don't you blame my sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on a good time. Blame it on the boogie. Qui vous roule et qui vous coule sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc, les cages dorées. Be honest. Déjà, j'aimerais bien revenir sur la chanson pour ton audition. Ouais. Pourquoi ce choix de chanson? Parce que c'est un choix quand même important, hein, le choix de la chanson pour l'audition. Ouais. Ce choix ici, il a été vraiment redirigé par la prod de The Voice. Donc moi, j'étais arrivée de base avec un Ed Sheeran, pas du tout super abouti. J'arrive un peu les mains dans les poches. Laquelle? C'était I See Fire. Donc voilà, une chanson assez calme qui me va pas du tout au teint, qui me va pas du tout au timbre de voix en fait. Et donc là, les gens de la prod m'ont dit on va te pousser un peu plus loin. Ils m'ont proposé cette chanson-là et j'adorais déjà Georgia Smith de base, je me reconnais beaucoup dans ses chansons. Et là, je me suis dit ouais, cette chanson-là, elle est pour moi. Parce qu'elle groovait à fond et je pouvais m'amuser dessus. Et vocalement, elle était pas trop compliquée, je pouvais pas trop me casser la gueule, donc bon choix. Mais tu dis la prod, mais en fait la prod, à quel moment ils sont dans la capacité de te dire donc cette chanson-là ça ne va pas pour toi, ils te voient l'interpréter avant l'audition? Oui, donc en fait avant de chanter devant les coachs, on chante d'abord devant des recruteurs et une personne de la production qui va écouter et voir si on est vraiment apte à pouvoir chanter devant les coachs, à faire les choses du mieux qu'on peut. Et donc ici ils m'ont vraiment réorienté vers ce choix de chanson ici et franchement je les remercie parce que peut-être que sans ça j'aurais pas eu mon buzz vu que j'ai eu qu'un buzz ou voilà. Mais franchement oui non, elle est vraiment bien, j'ai été voir et vraiment c'est vraiment bien. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué aussi. T'as eu combien de temps alors après ce choix de chanson, le changement je veux dire, pour apprendre? Je pense que ici c'était 1 mois vraiment de préparation. Ah ok, donc ça va. Oui, donc ça va, c'était pas super court. C'est pas au dernier moment que t'as dû changer. Non, je l'ai pas prise au dépourvu. Voilà, exactement, tant mieux. Et alors moi j'aimerais bien aussi revenir, mais déjà est-ce que tu choisirais la même chanson? Si demain tu passes l'audition, tu repasses l'audition on va dire, est-ce que tu choisirais la même chanson? Ça c'est une bonne question. Je pense que non, j'aurais peut-être été vers un registre directement qui touchait beaucoup plus. J'aurais pas dit un Adèle parce que ça c'est s'attaquer vraiment à une montagne, mais vers un registre un peu plus calme, style ballade, etc. où on voyait vraiment donc toutes les nuances de ma voix. Mais ouais, j'aurais été vers ce registre-là. J'aurais moins été vers un registre groovy, mais vraiment pour me montrer, pour me mettre en fait à nu directement. Après ça va, ce choix t'as quand même réussi. Ouais, c'est vrai. Et alors aussi la prestation sur la chanson Blame It on the Boogie. Oui. Vraiment moi j'aimerais juste dire que j'ai beaucoup aimé. Parce que je trouve que t'as une bonne... En fait on voit vraiment que tu kiffes le moment, je trouve, dans ta prestation. Après je sais pas comment toi tu l'as ressenti. Ouais. Est-ce que t'as vraiment kiffé le moment? Ah ouais, j'ai vraiment adoré le moment sur scène, etc. Et puis j'avais ma coach vraiment dans le viseur qui était là, qui souriait, qui frappait limite dans les mains, les autres coachs qui s'ambiançaient. Franchement... C'était une superbe prestation et je suis super contente en fait d'être partie sur cette prestation-là quoi. Okay. Et du coup au moins j'ai fait un peu danser le public et puis c'est un son que j'écoute depuis que je suis toute petite en fait dans la voiture avec ma mère et j'étais super contente de chanter. Mais c'est vrai que comment ça se passe la préparation? Parce que le jour où ça passe à la télévision, on voit un petit peu les échauffements avec les coachs. Ouais. Voilà, on ne voit que quelques minutes, on ne voit pas tout ce qui s'est passé. Et ça se passe comment derrière en fait? Donc derrière ici, on a... Je pense que c'est à raison de 2 fois sur la semaine, on se rend au studio donc de The Voice et sur le plateau là on est vraiment équipé en mode comme si on allait faire le show et on s'entraîne. C'est super important ces moments-là parce qu'on essaye un peu de s'approprier la scène, etc. Il y a les conseils des coachs super importants, il y a les placements aussi parce que je pense qu'on croit souvent que The Voice c'est juste arriver devant le micro et chanter, mais non, c'est des cadres, c'est des décors, c'est des lumières. Enfin, il y a les ingé-sons qui font un travail de fou derrière, et les coachs aussi qui font des réarrangements. Et
Mais voilà, il y a tout cet aspect-là du show qui est à travailler. Et c'est vrai que donc 2 fois semaine, ça a fait des journées super remplies, mais bon, c'est fatigant, mais c'est super chouette. Ça, je me doute. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, t'as plein de petits éléments comme ça, que s'il y en a un qui fonctionne pas, ça n'ira pas. Ça peut tout bousiller, on va dire. Voilà, ça peut vraiment tout bousiller. Et puis, c'est vraiment un ensemble, c'est un travail d'équipe en fait. Vraiment. Et comment tu te sens sur la scène de The Voice ? Parce que c'est quand même, parce que d'habitude on le regarde à la télé, à la télévision, mais là on regarde The Voice un petit peu, et ça semble toujours loin, sauf quand tu connais quelqu'un, mais si tu connais personne qui participe, ça te semble toujours loin, et là d'un coup tu te retrouves là-bas quoi. Ouais, c'était quelque chose de ouf, hein. Franchement, la toute première fois, donc quand je suis passée pour les battles, je me suis dit, en pleine répétition, j'ai commencé à avoir un coup de chaud, je me suis dit, je suis vraiment sur la scène de The Voice là, donc je vais affronter quelqu'un, ça va être filmé, mes potes, enfin tous les gens en fait qui ont accès aux réseaux sociaux, etc. vont le voir. Et là j'ai eu un coup de pression et ma coach elle m'a regardée, elle m'a dit bah oui t'es dans l'aventure. Et là j'ai assumé, je me dis oula. Mais c'est un truc de ouf, hein. Franchement ça me manque même encore là maintenant de ce plateau, etc. Cette ambiance, etc. Ce stress qui est bon. Et même les moments hors plateau, franchement j'ai rencontré des gens super chouettes. Enfin, je regrette pas du tout cette aventure. Et en tout cas, le plateau m'a pas marqué en mode la frousse, j'avais trop peur, j'avais trop mal au ventre. J'avais mal au ventre pendant 3-4 secondes avant que le top départ était donné, mais après ça passe quoi. Oui, le contraire serait bizarre aussi. Ouais, le contraire normal. aurait été super bizarre si pendant toutes mes prestations je chantais vite pour finir et voilà. Oui, c'est ça. Il y a toujours l'angoisse, mais une bonne angoisse, j'ai envie de dire. C'est une bonne angoisse, vraiment, c'est une bonne angoisse, ça stimule quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents ? Donc tes parents qui s'appellent François et Catherine. Oui. Ils ont dit quoi ? Mes parents, en fait, je leur ai pas vraiment dit que je m'étais inscrite à The Voice. Ah non ? J'avais envoyé ma vidéo en schmette pendant le confinement. Je m'étais dit, je le dis à personne. Puis en fait, j'ai eu une réponse positive. Et donc là, j'ai dû aller me présenter à Liège. Donc là, un matin, j'ai dit à mes parents, je vais à Liège. En fait, j'ai envoyé ma vidéo pour The Voice Belgique, cette saison 2021. Et ici, c'est une réponse positive. Donc là, je dois aller chanter devant un petit jury. Et si là, je suis prise, je fais les blagues. Mes parents sur le cul qui me disaient, ah, bah super, passe une bonne journée. Tu vas chanter quoi Oh non, super drôle. Et ça s'est fait vraiment de fil en aiguille, mais en tout cas, mes parents m'ont supporté de la meilleure manière qu'ils soient, je pense. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été derrière moi, ils étaient vraiment disponibles pour parler, pour me rassurer, mais ils étaient surtout là pour me rappeler que c'était qu'une aventure, que c'était pas toute ma vie et qui était jouée. Et je pense que le fait qu'ils avaient en fait vraiment les pieds sur terre, ça m'a vraiment aidé toute l'aventure. Et ça m'a vraiment permis de me concentrer sur les choses importantes. Donc il ne faut pas oublier aussi que toi, ta saison de The Voice, donc là, c'était la saison 9, c'est bien ça ? Donc c'était pendant pas le confinement, mais une période où il y avait quand même des règles, du coup il n'y avait pas de public, des restrictions. Et donc la question c'est comment tu l'as senti ça ? Est-ce que tu trouvais ça mieux de ne pas avoir de public ou au contraire, voilà, tu vois, comment tu l'as ressenti toi ? Ok, donc ici, je trouve que pour mon blind, ça m'a été quand même favorable le fait qu'il n'y ait pas eu du public parce que j'aurais clairement été pas prête, j'aurais été pétrifiée, je crois. Mais c'est vrai que au niveau des lives, etc., après le premier, etc., on se dit finalement j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit public pour sentir la vibe, pour sentir un peu la connexion, pour ne fût-ce que aller les faire frapper dans les mains, vraiment sentir qu'il y a un public qui te porte, qui te supporte, parce que parfois, mine de rien, quand on est devant des coachs, qu'on sait qu'on va se faire éliminer ou pas, ou que c'est notre dernière prestation, le fait d'avoir partagé quelque chose avec un public qui est vraiment, qui est pas virtuel, qui est vraiment là, c'est une sensation vraiment de ouf. Donc voilà, je regrette un peu. Il y a eu, il y a des bons côtés à ça, mais aussi des côtés moins cool, quoi. Oui, je pense, comme dans toute situation, vraiment. Il y a du positif et il y a du négatif. C'est vrai que ça doit être quelque chose quand même d'avoir une relation avec le public quand tu es sur scène. Et tout, c'est super chouette. Hein. Et puis comme tu dis, au moment la première, l'audition, là, au contraire, ça enlève peut-être du stress comme tu dis. Oui, clairement, ça retire une pression. Mais voilà. Et alors, d'où te vient cette passion ? Est-ce que tu as toujours su que c'était ce que tu voulais faire depuis que tu es toute petite et The Voice ou une autre émission de musique, c'était pour toi une évidence ou voilà, t'aimes bien chanter et c'est venu comme ça ? Ouais, c'est vraiment la deuxième option ici, hein. J'aime bien chanter, je chante vraiment depuis que je suis toute petite, voilà. Il y a des périodes de ma vie où j'ai beaucoup plus chanté et ici en fait le confinement, je crois que ça a accentué pour beaucoup de personnes des passions, où il y a des gens qui se sont découverts des passions pendant le confinement et moi je suis vraiment retombée dans la chanson à fond, j'ai recommencé à gratter plein de chansons à la guitare, etc. et ça me plaisait, j'ai recommencé à poster un petit peu plus de contenu sur Instagram, j'ai vu que les gens adoraient, etc. J'avais plein de messages en mode allez inscris-toi à The Voice, ça coûte rien et bon ça m'a un peu travaillé, donc le 20 juin, le jour de mon anniversaire de mes 19 ans, de mes 19 ans,
de mes 18 ans, je me suis inscrite en Schmed, je l'ai dit à personne. Et voilà, ça m'a quand même réussi ici, donc je suis super contente. Mais la musique, ça a toujours fait partie de mon quotidien. J'écoute plein de styles, ma mère est fort branchée musique, elle en pratique pas, mais elle écoute tout le temps. J'ai toujours été baignée là-dedans. Donc voilà. Oui, c'est ça, donc la musique en elle-même a toujours fait partie de ton quotidien. Voilà, vraiment. Mais le fait de vraiment chanter, toi, d'être à fond dedans, c'est plus le confinement, t'as l'air. C'est le confinement qui a vraiment accentué cette passion-là. Ok, d'accord, oui, voilà. Et donc, par contre, j'aimerais parler, parce que là, on a parlé de The Voice, et parlons un peu de l'actualité aujourd'hui. Parce que je sais que là, hier, tu as eu rendez-vous avec ta coach, Tiff Barrault. Donc, voilà. Que se passe-t-il? Donc, ici, c'était durant la demi-finale, donc avant mon élimination, où elle a annoncé en fait publiquement que elle nous voulait, moi et Alice, donc la finaliste et moi sa demi-finaliste, sur sa tournée Raw Tour. D'ailleurs, il faut venir pécho vos tickets, il faut venir nous voir, etc. Ça commence quand? Elle vient quand en Belgique? La tournée commence à partir du 20 avril, donc dans une semaine et demie. Ok, d'accord. Et donc ici, on fait les chœurs avec elle et on a des petites parties lead à certains moments. Mais c'est super enrichissant et en fait, ça permet d'avoir vraiment ce contact toujours avec la coach qui fait plaisir parce que voilà, les story posts de Voice où les coachs ne parlent plus du tout au talent, etc. Ou alors ils n'ont juste plus le temps et parce que leur vie font qu'ils sont overbookés, ça je le comprends. Il y en a des tonnes, mais ici vraiment... je suis super reconnaissante parce que du coup, elle nous a inclus dans son projet, elle a pris le temps de tout nous apprendre, de répéter avec nous et elle est toujours là, quoi. Il y a une angoisse, un stress, allez, je peux lui envoyer un message à WhatsApp à n'importe quel moment, je sais qu'elle va me répondre quand elle aura le temps. Et même pour la vie, même des questions de vie ou des questions de réorientation, des questions même... de tout, en gros, je peux lui en parler parce que du coup, c'est plus une relation comme si c'était vraiment ma coach. Là, je la considère plutôt comme une de mes copines, mais où il y a quand même une certaine hiérarchie là. Oui, pas la sûr, copine où je commence à checker ça, manquer de... comment ça la wesh. Wesh comme ça. Mais vraiment là, on a vraiment dépassé ce stade de coach à talent et c'est super cool et j'ai hâte de faire la tournée avec elle. Hein, mais c'est ça. Et puis je pense aussi, tu sais, tu vas faire The Voice, tu as un coach. Ouais. T'as aussi un peu peur qu'il y ait cette relation un peu, je vais pas dire fausse, mais pour les caméras, alors que là, justement, si après The Voice ça continue, c'est que ce n'était absolument pas que pour les caméras. Oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'après, en tant que coach, on a parfois des coups de cœur. C'est humain, on a des coups de cœur, on s'entend beaucoup plus avec une personne que l'autre, etc. Et moi, Tiff, ça a été un de mes coups de cœur. Et bon, ici, je vais pas m'empiéter sur un terrain glissant, mais je pense aussi que j'ai été un de ses coups de cœur dans cette saison-ci. Donc voilà. Et ça a direct matché. Moi, j'adore son énergie, j'adore sa vibe. Elle va to the point, elle est super motivée. Je la trouve incroyable sur plein de domaines autres que la chanson. Et du coup, voilà. Oui, ce n'est pas juste une coach, c'est vraiment une relation qui s'est développée. Voilà, comme ça. Et puis, dès que j'ai été éliminée, ça c'est fini. Elle m'a direct dit, après mon élimination, elle m'a pris allez, elle m'a réconfortée. Oui, dans ses bras. Parce que je pleurais, etc. Ouais, j'étais un peu triste, un peu contrariée, tout ça. Et elle m'a dit, mais moi, je vais jamais te lâcher, je te lâche pas d'aussitôt et tu verras. Et voilà, 1 an plus tard, c'est vrai tout ce qu'elle a dit. Oui, voilà. C'est ça. Elle n'a pas parlé dans le vent. Oui, voilà, clairement. Elle a respecté ce qu'elle a dit. Ouais, et ça, c'est bien. C'est ce qu'on aime. Ouais, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, je vais dire, dans le sens où c'est quoi tes plans après, là, dans le futur, par rapport à la musique ou peut-être par rapport à autre chose? Vivre de la musique, ça n'a jamais été vraiment une option parce que c'est vraiment un monde qui, mine de rien, est difficile pour gagner un minimum, pour gagner bien, pour pouvoir vivre décemment. Le monde de la musique, c'est super instable. Il faut vraiment être super robuste et je pense que j'ai pas les épaules pour, mais juste continuer à faire de la musique et m'enrichir là-dedans et évoluer, et faire des petites scènes. Et en fait, j'ai envie que ma musique plaise aux gens et aussi de me dévoiler. Là, ici... je crois que d'ici 1 an, je vais quand même sortir un petit EP avec mes sons écrits, produits, etc. Que tu écris toi, du coup? Ouais, que j'écris moi, oui. Tu as déjà commencé ou Oui, j'ai déjà des sons déjà écrits, presque produits, mixés, tout ça, donc voilà. Mais j'attends un peu parce que moi, je suis super indécise, moi, vraiment. Déjà, pour mettre une vidéo, juste une reprise, je suis là, je demande à 10 personnes, t'aimes bien, t'aimes pas, t'aimes bien, t'aimes pas. Est-ce que c'est sûr? Ouais, vraiment, c'est sûr, tu crois que ça... Et là, ça va, et ma tête, voilà. Vraiment. Et donc ici, là, je vais me jeter dans le grand bain. Mais oui, vivre de musique, peut-être pas. Enfin, on sait jamais, mais juste vivre de ma passion, ça, c'est... Voilà, quoi.
C'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, vraiment. C'est le rêve absolu, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. En tout cas, Edith, merci beaucoup d'avoir déjà répondu à ces petites questions. Et puis même d'avoir accepté de participer à l'émission Le Elena Show. Parce que du coup, c'était le premier épisode. Donc merci beaucoup de nous avoir fait confiance à Olivier et moi et d'être venus. Et je te souhaite tout le meilleur pour le futur. Merci. Le Elena Show. Le Elena Show. Tous les dimanches, en podcast audio et vidéo.